Jean-François Sénéchal, on va vous présenter notre enregistrement du podcast IA Café. C'est un podcast qui s'adresse à les passionnés comme vous d'intelligence artificielle. C'est un podcast qui est notre auditoire, il est surtout français en France, je dirais. Il y a 75% de notre auditoire qui est là-bas. Actuellement, on conclut notre saison avec un enregistrement des prix IARC et des prix Lovelace. Vous allez voir un peu à quoi ça ressemble. Essentiellement, c'est nos prix citron et nos prix orange, je dirais, de l'intelligence artificielle. J'espère que vous allez apprécier. Ça dure 45 minutes. On va vous présenter tout un chacun notre prix Lovelace et notre prix IARC. Merci d'être là aujourd'hui. Bonjour à vous, passionnés d'intelligence artificielle. Votre hôte Jean-François Sénéchal. Écoutez, ce qu'on vous apprête à vous présenter, c'est notre enregistrement devant public. On a eu vraiment du plaisir à faire ça. C'était le 10 avril dernier au terminal des croisières de Québec, dans le cadre du rendez-vous numérique de Québec. Belle participation, belle conférence. Je le disais la semaine dernière dans l'épisode, tout était là, tout était parfait. L'accueil, le traitement VIP, même la météo était là. Super belle journée en très belle compagnie. Seul anicroche au programme, ça aurait été que pendant l'enregistrement, chacun avait son micro et le micro de Frédéric Plamondon n'a pas fonctionné. Donc, je ne sais pas c'est quoi qui s'est passé avec la technique, mais quand on m'a transmis l'enregistrement, tout le monde, c'était très bon. Et Fred, c'était très bon, je m'en rappelle, et je l'ai écouté pendant qu'il l'a fait, mais l'enregistrement n'était pas bon. Donc, j'ai essayé tout ce que je pouvais là, pour essayer de booster l'amplification, puis compresser, essayer de faire de quoi avec ce son. Mais quand je compressais et j'amplifiais la piste audio de Fred, on entendait à peu près à la même hauteur tous les sons ambiants, y compris les quelques gloussements du public et le son de la ventilation, tout. Donc, somme toute, la piste de Fred était inécoutable, je vais le dire comme ça. J'aurais pu vous l'envoyer, mais j'aurais pu la mettre ici, mais j'ai plutôt choisi de l'enlever. Ça va rendre votre écoute plus agréable. Et je vais inviter Fred lors du dernier épisode du podcast. On va faire nos prix Lovelace et IARC là, à la toute fin de notre saison 5. Puis je vais inviter celles et ceux de mes collaboratrices qui n'étaient pas là à ce grand rendez-vous. Et je vais aussi réinviter Fred pour qu'il daigne me refaire son prix Lovelace et IARC. D'ailleurs, si Fred m'écoute en ce moment, mille excuses. C'est pas de ma faute. La technique, quand je m'en occupe, ça fonctionne, mais cette fois-là, j'étais pas en plein contrôle, je dirais, de la situation technique. Voilà, écoutez, amusez-vous. J'espère que vous allez vous amuser autant que nous. Ce sont nos prix Lovelace et IARC. Bonne écoute. Bonjour la gang, bienvenue au rendez-vous numérique de Québec. Je me nomme Jean-François Sénéchal. Je serai votre hôte aujourd'hui. Bienvenue, j'ai l'habitude de dire passionné d'intelligence artificielle. Vous êtes assurément passionné de numérique, passionné d'intelligence artificielle en cet après-midi. Je suis prof chargé d'enseignement à l'Université Laval. Pour nos auditeurs, vous l'entendez, nous sommes devant public. C'est un peu malade, c'est un peu stressant. On fait jamais ça devant le public. On est là dans notre bureau avec notre micro, puis c'est beaucoup plus simple. En même temps, c'est le fun de sentir l'énergie en direct. Nous sommes le 10 avril 2025 et donc en direct du superbe terminal des croisières. On est dans le cœur du vieux port de Québec.
dans le cadre, je le disais, du rendez-vous numérique de Québec. De bien belles thématiques aujourd'hui. En tout cas, je regardais le programme auquel vous avez assisté, cybersécurité, entrepreneuriat, technologique, oui, enjeux environnementaux, sociaux de la gestion, ESG, c'est comme ça qu'on l'appelle en tout cas, et intelligence artificielle. Puis c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Nous y sommes pour vous parler d'intelligence artificielle. Et ils sont trois pour m'accompagner aujourd'hui. Le premier, professeur à l'école des gestions, des sciences de la gestion de l'UQAM, Frédéric Plamondon est là. Comment ça va, Fred? Salut, ça va très bien. Statisticienne, la deuxième, experte des sciences des données et de l'intelligence artificielle, Véronique Tremblay est là. Comment ça va, Véro? Ça va très bien, merci. Et le troisième, sociologue des technologies, Sylvain Munger est là. Ça va bien, Sylvain? Ça va tip-top. Tu as donné ta conférence, tu avais une autre conférence ce matin entre l'Université Laval, puis un taxi, ça coûte combien pour venir de l'Université Laval ici pour renseigner nos collègues français? Avec ou sans type? Je sais pas combien. Sans type 31. 31, ben voilà, vous le saurez si vous voulez repartir à l'Université Laval après, c'est ce qu'il vous en coûtera. Merci d'être là, groupe. Je suis content de vous voir. On va vous présenter nos prix Lovelace et YARC, je vais le dire. Nos prix Lovelace, je le disais en entame, c'est nos prix Orange, le meilleur de l'intelligence artificielle. C'est nos articles scientifiques, nos événements, congrès, rencontres, en fait, n'importe quoi là, qui est digne de mention en intelligence artificielle. Et la contrepartie, ce sont nos prix IARC. Et là, c'est n'importe quoi en intelligence artificielle qui nous fait dire IARC, comme ce jeu de mots aussi qui peut sûrement vous faire dire IARC. Commençons premier tour avec Véronique Tremblay. Véronique, c'est toi qui ouvres le bal avec ton prix IARC. De quoi nous parles-tu? Avec mon YARC, je vais vous parler, je vous ai déjà parlé, mais je vais vous en reparler, des Deep Mute. On en a parlé pour ceux qui savent pas ce que c'est. Ben oui, il y a des gens qui ont comme consacré, qui ont comme mis leur expertise au service de développer des applications qui permettent de prendre une photo d'une personne. Une femme, hein, ça fonctionne pas avec les hommes en passant, ça fonctionne pas super bien. Mais je l'ai testé. Ouais. Mais avec les femmes, ça fonctionne. Bon, okay. Mais donc ça permet de prendre la photo d'une personne et de dénuder cette personne-là. Et puis, j'en ai déjà parlé. Déjà, tu sais, on se dit, hey, nos cerveaux, on pourrait peut-être les mettre ailleurs là que là. Mais bon, on pouvait s'attendre quand même à ce que ce genre de choses-là arrive. Là où je veux l'amener aujourd'hui, je l'amène un petit peu à un autre niveau, c'est que on a constaté que ces applications-là sont aussi utilisées pour créer avec des photos d'enfants, en fait. Ben oui. Pour faire de la pornographie juvénile, finalement. Mm-hmm. Donc, et je décerne mon YARC à tous les programmeurs qui n'ont pas réfléchi 2 secondes avant de faire ça, OK? Parce que, puis ici, tu sais, vous savez, là, je suis pas, même si je suis une personne qui est technique, je suis pas souvent dans le techno-solutionnisme, là. Mais là, je sais que dans ce cas-là, il y aurait eu une solution technologique, d'accord? Si tu es capable de créer une app qui permet de dénuder quelqu'un, c'est sûr que tu es capable de prendre cette photo-là puis d'identifier l'âge de la personne sur cette photo-là. Ben, j'imagine. C'est super facile à faire. Donc, il y aurait une solution technologique pour empêcher ça. Donc, tu sais, de détecter l'âge de la personne sur la photo puis d'empêcher de générer des personnes dénudées à partir pour des personnes qui sont plus jeunes, ce serait super facile à faire. Donc, il y aurait une solution technologique à ça, puis c'est pas fait. Donc, déjà, le Deep Mute comme tel, on peut se dire, OK, c'est pas là qu'on voudrait mettre nos cerveaux, mais on s'attend à ce que ce genre de choses-là arrivent. Mais vraiment, si ils avaient pris la peine d'y réfléchir un peu, puis si toutes les personnes qui ont ces applications-là présentement, là, se donnaient la peine de juste comme mettre un filtre là-dessus, ça se fait. Il y a une solution technologique pour le faire. On peut empêcher
Ouais, ça prend générer. juste une conviction. Il faut juste le faire. de le faire, C'est oui, vraiment pas quelque chose de compliqué. Détecter l'âge de quelqu'un sur une photo, là, si t'es capable de dénuder la personne, c'est sûr que t'es capable de déterminer son âge. Donc, je décerne mon YARC à tous les programmeurs et à toutes ces apps-là. Oui, c'est pas juste une tâche technique qu'on leur donne. Là. Il y a une responsabilité aussi. On doit Oui. poser quelques questions supplémentaires pour savoir, donc, c'est à quoi ça va servir, puis comment ça va servir, juste, puis si ça peut servir à ça, comment peut faire pour corriger le tir, proposer des pistes de solutions peut-être techniques pour Il y a une solution, s'éloigner de c'est ça. Mais dans ce cas-là, en particulier, il y a une solution technique. Bon, c'est vrai que quand on va sur les apps, je les ai testés, je vous avoue, là. Et puis, c'est sûr qu'ils te demandent ton âge, là. Mais ça, on s'entend que c'est pas... ça fait longtemps qu'on a réglé ce problème-là. Mais vraiment, ils seraient capables, toutes ces personnes-là, d'empêcher qu'on génère de la pornographie juvénile avec leurs apps. Ils pourraient le faire. Bel exemple de premier prix IARC pour Véronique, la nudité hyper truquée, les deep nudes, ça me semble un choix évident. On va se donner un peu d'espoir. Je me retournerai vers Frédéric Plamondon. Et son prix Lovelace. Fred, tu donnes du love dans quelle direction? Vraiment intéressant, ça s'appelle Algorithms for the People de Josh Simmons. À lire cet été, les doigts de pied en éventail sur la plage. On a donné du love et du YARC à nos développeurs. Est-ce qu'on va donner autre chose que du YARC? On va donner du love avec Sylvain Munger. Sylvain, tu donnes ton prix Lovelace à qui? Je le donne cette année à un livre que vous pouvez voir ici. Je ne sais pas si eux peuvent le voir, non? Un monde sans travail de Daniel Soskin. C'est une traduction en français. Là. Le livre est paru en 2021 ou 22, si je me trompe pas. Il y a beaucoup de livres là, qui abordent cette thématique-là de la fin du travail. Est-ce la fin du travail? Celui-ci se démarque, à mon avis, parce qu'il prend une position qui est un petit peu plus, je dirais, optimiste, si on peut dire. Il part quand même du constat que nous nous dirigeons inexorablement vers un monde où le travail va se raréfier. Dans les pays de l'OCDE, là, selon les données qui sont proposées par l'auteur, là, grosso modo, là, on est passé de 1960 heures, donc en moyenne travaillées en 1970, à 1740 aujourd'hui. Il y a des travaux aussi de plusieurs économistes qui estiment que l'introduction d'un robot, actuellement un robot industriel, remplacerait 3,3 emplois dans l'économie américaine. Chaque fois que vous introduisez un robot dans l'industrie, il y a 3,3 emplois qui se perdent. Il y a beaucoup aussi d'entreprises de la tech aujourd'hui qui ont une énorme capitalisation boursière, mais qui en fait nécessitent beaucoup peu de travailleurs de main-d'œuvre. En 1964, l'entreprise la plus valorisée aux États-Unis, c'était AT&T, et elle comptait près de 800 000 employés. En 2018, Apple en avait 132 000. C'est quand même assez conséquent. YouTube en avait 65 lorsqu'elle a été rachetée par Google pour presque 2 milliards. Et WhatsApp en avait 55 avant d'être acheté par Facebook pour 19 milliards. Donc, les grandes entreprises nécessitent beaucoup moins de main-d'œuvre que par le passé. Alors, selon l'auteur, nous nous dirigeons dans un monde où le travail se raréfie vers une espèce de aristocratisation du travail, c'est-à-dire un travail qui deviendrait de plus en plus un peu comme une espèce de luxe, une occupation réservée aux privilégiés. Et c'est une espèce d'inversion étrange par rapport à l'Antiquité, parce que le travail était littéralement méprisé. Hein? C'était, dans la mesure du possible, même réservé aux esclaves. Alors que les citoyens pouvaient se vaguer à des occupations qui les intéressaient. Comme un podcast, par exemple. Une chose est certaine, selon Soskin, c'est que les compétences dont nous aurons besoin dans un scénario d'un monde avec un travail plus rare seront bien différentes de celles qui sont enseignées aujourd'hui dans les écoles.
qui préparent éventuellement là, un métier. Certains envisagent un retour à l'enseignement des vertus antiques, hein, c'est-à-dire enseigner l'honnêteté, l'activité physique, la bonté, le service à la communauté, et des vertus intellectuelles aussi, la curiosité, la créativité, l'assiduité et la persévérance, de revaloriser l'engagement citoyen, encourager une plus grande implication politique. Pourquoi pas? C'est une vision qu'on peut dire qui est assez utopique, là. On pourrait même appeler ça néo-athénienne, si on veut. Ah oui. C'est allé là. Exactement. Il y a un autre point intéressant aussi du livre, c'est qu'il y a un lien très étroit entre le travail et le sens. Et là, l'auteur passe en revue des grandes théories sur le travail. Si on fait un petit survol rapide, pour Freud, le travail, c'était essentiel dans la société, dans la civilisation, parce que ça permettait de canaliser les pulsions et les instincts les plus primaires que les gens avaient en eux. Autrement dit, pour simplifier, il valait mieux se défouler au travail dans son bureau que de s'acharner sur son voisin. C'était plus sain pour la société. Pour Weber, c'était pour des raisons religieuses que les gens accordaient autant de sens au travail, c'est-à-dire surtout dans le protestantisme, puisque les gens n'étaient jamais certains de pouvoir accéder au paradis une fois qu'ils avaient après leur mort. Le travail acharné dans l'ici-bas et les récompenses matérielles qu'ils pouvaient obtenir dans leur vie terrestre, c'était une garantie qu'au paradis, ils allaient avoir une preuve qu'au paradis, ils allaient gagner son ciel. Ils allaient gagner leur ciel. Mais ce qui est intéressant, c'est les travaux aussi d'une psychologue qui s'appelle Marie Jahoda, qui a mené des travaux dans les années 30, notamment en 1932, dans un petit village qui est pas très loin de Vienne. Alors, en pleine crise financière, hein. Et à ce moment-là, les 3/4 des familles du village étaient sans emploi. Okay? Ils étaient au chômage et même ils dépendaient des indemnités du gouvernement. Et elle a cherché à savoir c'était quoi les répercussions qu'il pouvait avoir lorsqu'une communauté qui était autant touchée que ça par le chômage, mais qu'est-ce que ça aurait comme conséquences sociales? Et ces découvertes sont assez fascinantes et même à prendre en considération aujourd'hui. C'est-à-dire, elle a remarqué une apathie accrue, une malveillance croissante des uns envers les autres. Les gens empruntaient 2 fois moins de livres à la bibliothèque qu'avant. Elle note aussi un très net déclin de la participation des partis politiques et à des activités culturelles de toutes sortes. Tout ce qui est organisation communautaire, paroissiale, déclin de tout ça. Club de sport, le club d'athlétisme a perdu la moitié de ses membres en quelques années. La chorale du village, 60%. Et elle avait même observé, peut-être un peu cocasse, que les hommes qui ne travaillaient pas, donc qui étaient au chômage, marchaient aussi plus lentement et s'arrêtaient plus souvent que les autres. Alors, les gens, elle pose la question, et le livre pose aussi la question, les gens s'occuperont de quelle manière dans un monde où le travail est un peu plus raréfié. Donc, c'est des questions pertinentes. C'était de Daniel Susskind, Un monde sans travail. Moi, de mon côté, je vais aller de mon prix IARC. Je vais le donner. Vous avez peut-être vu là, ces images-là circuler sur Internet en ce moment. En fait, ça fait 3 semaines que ça se promène. C'est possible maintenant sur ChatGPT de générer des images de type Studio Ghibli. Studio Ghibli qui est dirigé par le maître de l'animation Miyazaki. Si vous êtes un peu branché sur le cinéma, vous avez assurément vu quelques films, des films superbes d'animation, humains, sensibles, d'un esthétisme incroyable. C'est vraiment quelque chose. Puis c'est fait à la main. Puis là, par fait à la main, on s'entend que c'est plus fait à la main, là, mais c'est fait par ce que ça veut dire, c'est fait par des artistes passionnés, engagés, qui sont aussi sensibles, qui nous font ces beaux films d'animation. Vous avez peut-être vu Totoro ou Princesse Mononoke, qui est mon préféré. On écoutait ça dans le salon avec les enfants. C'est sûr, mais c'est des films vraiment qui s'adressent pas seulement à des enfants. Puis ce qu'on voit, c'est des images qui sont générées automatiquement. Parce que tout le monde veut sa photo de chat qui ressemble à Miyazaki, puis tout le monde veut sa face qui ressemble à Studio Ghibli. Et pourquoi pas? Hein? Si c'est possible de le faire, pourquoi pas? Ben pourquoi pas? Parce que vous le voyez, c'est la question des droits d'auteur qui est là. Écoutez, Miyazaki,
C'est un auteur qui lutte depuis de nombreuses années, un artiste qui lutte pour créer tout ça à la main, qui investit de son cœur, de son travail, sinon de son âme dans ces dessins-là. Puis là, on a un outil qui, justement, depuis 3 semaines, nous permet de prendre son travail et générer des images sans même, allez, ici vous admettrez que c'est sans son consentement, là, puisque sur les réseaux sociaux, il n'arrête pas de dire que ça le dégoûte, parce que c'est ça aussi, parfois ces moteurs-là, bien en amont, on a utilisé des textes qui sont parfois protégés par des droits d'auteur, on a utilisé des images qui sont parfois protégées par des droits d'auteur, il y a des droits moraux nécessairement aux artistes, et donc, lorsqu'on utilise ces outils-là, bien avant leur utilisation, de questionner à quoi ça va servir, mais comment ça a été conçu aussi. Je pense qu'il faut aussi poser ce genre de questions-là. Et dans ce cas-là, c'est sans le consentement et en bafouant, sinon en pillant le droit des auteurs concernés. On m'a raconté que Miyazaki aurait dit « i-arc ». Voilà. On continue notre tour de roue avec Véronique Tremblay. Véronique Tremblay, ton prix Lovelace. Mon prix Lovelace va à l'application Emilia. En fait, mon prix Lovelace va à une école secondaire québécoise, le Collège Sainte-Anne, qui est une école privée dans le coin de Montréal, je pense, qui sont très novateurs, là. Et puis, ils ont développé cet outil-là, Emilia, qui facilite le travail des enseignants au niveau de la correction. Et puis, c'est intéressant en tant que tel, là, comme idée, puis comme application. C'est le fun, c'est une bonne façon d'utiliser l'intelligence artificielle. Mais au-delà de ça, je leur décerne mon prix Lovelace parce que dans la façon de concevoir l'outil, ils sont vraiment partis du besoin des enseignants. Donc, ils sont pas partis d'une idée technologique, ils sont pas partis de on va remplacer les gens. Non, ils sont allés voir les enseignants, puis vraiment dans la façon de le développer, ils sont allés voir les enseignants, ils ont discuté avec eux, ils ont essayé de comprendre leurs besoins, leurs problèmes, puis ils ont développé une intelligence artificielle qui répond à un besoin, pas qui remplace les profs, non, pas du tout, qui les aide dans leur travail concrètement. Puis les solutions d'intelligence artificielle devraient toujours être construite comme ça. D'ailleurs, si on essayait... Consulter pour savoir les besoins avant de... Consulter, il faut partir d'un... Publier ChatGPT et mettre le feu dans l'école. Ou, mettons, si on s'était interrogé sur les besoins avant de faire des deep news, peut-être qu'on l'aurait pas fait, là, mettons. Mais tu sais, de partir d'un besoin, puis de concevoir des systèmes d'intelligence artificielle qui vraiment aident les humains dans leur travail, dans les tâches qui ont de la difficulté à faire. Mais vraiment dans la façon de le penser, dans l'outil comme tel, mais vraiment dans la façon de le penser puis de le concevoir. Ils ont travaillé de la bonne façon, je dirais, en intelligence artificielle. Puis si vous en parliez tout à l'heure, là, il faut consulter dès le début, il faut réfléchir les choses dès le début. Ben c'est ça qu'ils ont fait. Et puis donc je décerne au Collège Sainte-Anne, puis aussi il y a comme deux entreprises là québécoises qui ont contribué à cet outil-là, MoveAI puis Nexap. Donc c'est deux entreprises québécoises qui ont bien travaillé pour faire du bien avec l'IA, faire quelque chose de le fun. C'est possible. Fait que bon prix Lovelace va à une école secondaire québécoise puis deux PME québécoises. Ça s'appelle Emilia, le futur de l'éducation. Merci. Merci Véro, un beau prix Lovelace. On retourne dans le IARC avec Frédéric Plamondon. Frédéric, tu donnes du IARC à qui? Merci Fred. On va aller du côté de Sylvain Munger avec son prix IARC. Sylvain, tu donnes ça à qui? Je trouve que c'est une belle continuité parce que je vais m'inscrire directement dans la continuité de Frédéric. Alors, peut-on avoir un meilleur exemple de technopatriotisme que ce projet-là? Alors, mon prix IARC, j'ai sélectionné le projet Stargate. Je sais pas si les gens le connaissent là, mais c'est un projet de méga infrastructure qui a été annoncé en début d'année là, dans la lignée de l'élection de Trump. Et l'objectif, c'est d'édifier là, des data centers et des supercalculateurs. C'est un plan d'investissement qui est pharaonique. On
parle de 500 milliards qui sont prévus sur 5 ans. Mais le nom en lui-même est intéressant. Hein? Bien sûr, il évoque la série télé. Je ne sais pas s'il y avait des fans de la série ici. Moi, j'en étais un. D'ailleurs, j'en regarde encore parfois. Ah oui, hein? J'ai mes petits préférés. Mais ce qui est intéressant, ce qui est encore plus intéressant, c'est que c'est aussi, j'ai trouvé ça, c'est le nom d'un projet. Il y a déjà un projet intitulé Stargate qui était dans les papiers, là, dans les archives, qui est un projet qui a été mené par la CIA de 1970 à 1995, et il visait à étudier les phénomènes psychiques, surtout la vision à distance, la capacité à percevoir mentalement les lieux sans être physiquement présent, donc tout ce qui est vraiment sixième sens. Et donc, c'est quand même assez intéressant de voir, bon, il y a le côté science-fiction qui est associé au projet, là, l'étymologie, mais il y a aussi l'évocation d'une espèce, dans les deux cas, on est dans un futurisme magique, hein, autant dans sa première que dans sa deuxième itération. C'est un projet qui est, je l'ai dit, titanesque, ne serait-ce qu'en raison des besoins énergétiques qu'il suscitera, là. Selon les experts, les 5 sites qui sont actuellement envisagés nécessiteraient chacun, s'il voit le jour, là, chacun l'équivalent de la production de 20 centrales nucléaires. À lui seul, chaque Stargate consommerait autant d'énergie que 5 millions de personnes. Donc, l'équivalent de la consommation de à peu près la consommation d'électricité du Canada, presque. Ce projet-là, pour moi, c'est un peu la traduction de la volonté du gouvernement d'essayer de se réapproprier un petit peu, de réoccuper le terrain de du développement technologique, de l'innovation. Si on prend seulement les 5 premières entreprises de la tech, les 5 plus grandes entreprises de la tech américaines, ils investissent l'équivalent de 180 milliards de dollars en R&D à chaque année. Si vous prenez les 10 premières entreprises du secteur de la défense uniquement américaine encore, on est à 50 milliards de dollars par année. Et en comparaison, si vous prenez les 10 premières industries de défense européennes, c'est 10 milliards de dollars chacun. Donc, vous pouvez voir le décalage entre les big tech et les institutions publiques. Alors, conclusion, ce sont vraiment les big tech qui déterminent le futur de cette technologie-là. Et on peut voir dans Stargate la volonté de reprendre la main un petit peu. Puis je vais m'arrêter là. Tu vas t'arrêter là. Ben c'est gentil. Je vois moi aussi le chrono qui avance. Merci Sylvain. Stargate. Voilà, il y a des enjeux environnementaux qui sont aussi derrière. Mon prix Lovelace, je le donnerais à 2 prix Nobel. Ça me semble évident de donner un prix Nobel, un prix Lovelace à 2 prix Nobel, mais en même temps, faut le souligner. C'est 2 prix Nobel. Le premier, le Nobel de physique à l'américain John Hopfield, et le Canadien, vous le connaissez sûrement, Geoffrey Hinton, pour leurs travaux sur l'apprentissage automatique. Donc, c'est de la grosse science fondamentale, mais en même temps, c'est ça qui roule derrière tout ce qu'on utilise en intelligence artificielle. Et le deuxième prix Nobel, c'est pour AlphaFold. Donc 2 chercheurs chez Google DeepMind qui ont travaillé pour un outil pour prédire la forme 3D des protéines à partir d'une séquence d'ADN. Puis éventuellement, ce qu'on voit dans l'avenir, c'est la possibilité de créer à partir d'une suite d'ADN, de produire des protéines. Puis si on a la forme 3D, mais ça permet de produire des protéines qui sont active, parce que pourquoi produire une protéine, c'est pas pour être active. Donc voilà, c'est 2 prix Nobel. Donc moi, je leur donne le prix Lovelace. 2 belles présences d'intelligence artificielle dans 2 champs. Il n'y a pas de prix Nobel en informatique, hein? Donc c'est pour ça que on leur donne des prix Nobel, mais dans d'autres catégories. Un Nobel de physique et un Nobel de chimie. Des prix Nobel qui célèbrent non seulement l'intelligence artificielle, la science, mais surtout la beauté de saine et collégiale relation canado-américaine et européenne. Et ça, en ce moment, juste pour ça, ça mérite un prix Lovelace. Mon dernier prix Lovelace, j'avais un bonus pour vous. Il est là. Je vais le donner au rendez-vous numérique qui a eu la charmante idée de nous inviter cette année. Superbe public aujourd'hui. Merci d'être là avec nous ici dans
dans le Vieux-Port de Québec, puis nous accompagner à IA Café, je vais le dire, aujourd'hui. Ben merci. Merci tout le monde d'avoir été ici aujourd'hui. Voilà, c'est tout. Vous l'avez peut-être senti à la fin, là, on manquait un peu de temps. Là. Il y a même Sylvain qui a daigné couper son intervention quand il voyait le minutage s'affoler. Écoutez, ce sera tout pour ce premier enregistrement devant public. C'était un peu fou. C'était la première fois qu'on faisait ça. C'est sûr que ce ne sera pas la dernière fois. Je pense que mes collaborateurs et collaboratrices présents ont beaucoup apprécié l'expérience. Prochain rendez-vous, devant public. On pourrait faire ça devant un autre événement, pendant un autre événement sur l'intelligence artificielle. C'est pas comme si ça manquait, ce genre d'événement. Rassurez-vous, pour la clôture de cette saison 5, il reste encore plusieurs épisodes d'IA Café. Probablement un dernier épisode de bilan. J'ai prévu aussi un spécial formation des enseignants en intelligence artificielle. J'ai aussi plusieurs épisodes d'actualité et de type banc d'essai qui sont prévus. Et nous allons conclure notre 5e saison, ce sera probablement au mois de juillet, avec la deuxième partie de nos prix Lovelace et Yark, que vous avez entendu la première partie. La deuxième partie, ça sera probablement avec mes collaborateurs, collaboratrices qui n'ont malheureusement pas eu la chance d'être avec nous en ce beau jeudi d'avril au terminal de Québec. Merci encore au Rendez-vous numérique pour cette charmante invitation. Votre hôte, Jean-François Sénéchal. Prenez soin de vous. On se revoit au prochain épisode. Et d'ici là, on rêve peut-être de moutons électriques. Allez, bye bye.